Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Le processus de redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo est en marche depuis un certain temps. C'est dans ce cadre que le président de la République, commandant suprême, a rendu visite ce jeudi 8 décembre 2022 au centre d'instruction des Kitona au Congo central, a rendu justement le 10 200 jeunes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour renforcer les forces armées de la RDC suite à cette agression que la République démocratique du Congo est victime. On en parle tout de suite dans cette émission Parlons Nation. Bienvenue mesdames et messieurs dans le cadre de ce énième numéro de cette émission. Comme d'habitude, aujourd'hui encore une fois, nous allons passer non seulement cette actualité en revue, mais également nous allons tabler beaucoup plus sur la nation qui est la République démocratique du Congo. Alors, l'invité démarque encore une fois, séjour Junior Koudoura. Bienvenue. Merci de me recevoir, Augustin. C'est toujours un plaisir d'être reçu sur votre plateau et de décrypter l'actualité relative à ce qui se passe dans notre pays pour notre nation. Je l'ai annoncé tantôt, le processus de redynamisation des forces armées en marche. Est-ce qu'il fallait attendre que la RDC soit agressée pour qu'enfin qu'on puisse procéder dans ce processus? Non, pas du tout. Je pense que le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir, avait clairement annoncé que l'objectif était de réformer des secteurs importants, l'enseignement avec le programme de gratuité, mais aussi le secteur militaire. Et c'est dans ce sens-là que s'inscrit les nombreuses démarches qui sont faites actuellement par le chef de l'État pour à la fois protéger le pays d'un point de vue militaire, là où nous sommes agressés, et aussi préparer la relève et la suite et la postérité de notre armée avec les nouvelles recrues, avec la mobilisation de nos troupes actuelles, avec la refonte et la recomposition de nos troupes avec des forces vives de la nation, donc des jeunes prêts et frais pour renforcer nos équipes au niveau de l'Est du pays qui est aujourd'hui enclin à des conflits. Plus de 10 200 jeunes qui ont répondu justement à l'appel du chef de l'État. Aujourd'hui, on peut dire que le président de la République est en train de s'imprégner de la situation de nos forces armées. Il a dit lui-même dans son discours qu'il fallait beaucoup plus redynamiser cette armée, mais également dénicher tout le mouton noir. Est-ce aujourd'hui c'est un pari reçu pour le chef de l'État? C'est un pari qu'il est en train de remporter haut la main. Vous l'avez vu, la pression faite sur terrain avec nos forces armées vaillantes et la pression faite sur le terrain diplomatique portent leurs fruits progressivement aujourd'hui. De plus en plus et de mieux en mieux, nos territoires sont défendus. De plus en plus, le M23 se retrouve, et donc le Rwanda se retrouve dos au mur, puisqu'aujourd'hui c'est la RDC face à l'agresseur rwandais. Et je pense qu'effectivement, nous l'avons vu avec les images de Kitona, qu'effectivement la mobilisation est là, l'appel donc à l'unité est là, et que effectivement les efforts du chef de l'État portent leurs fruits. Voilà, nous allons, avant de continuer cette émission, rentrer de l'autre côté de la régie finale pour vivre ce qu'a été la visite du chef de l'État dans ce centre d'instruction de Kitona où il a visité justement, je le rappelle, 10 200 jeunes hommes répondant à son appel. On se retrouve justement après.
Plus de 30, 40, 50 ans, ezalaka susu te na mboka oyo. Tozongisi yango po tolakisa bino que priorité na biso ezali kozala malamu na bino. Ezali bolamu ya ba famille na bino. Kote wana bozala na kimia bakonzi ya mboka bazwi makambo na bino nyonso en charge. Ngana kosenga bino na mission na bino bisika nyonso oyo mission ekobengela bino ezala na front ezala na camp mususu ezala kaka na patrouille partout oyo bokozala discipline ezanga te botala congolais lokola monguna te congolais oyo ya civil botala ye lokola ndeko oyo azali na besoin ya protection na bino bisika nyonso bokozala soki boza na bitumba bokanisa Congo ekolo na bino bomipesa mobimba bozala na bobangi te bozala na koboya te kobanga kozala na ba hésitation po biso tozali wana pona kopesa bino makasi pona kosunga mabota na bino de sorte que bino mosala na bino ekobaka kaka nasengi na bino bomipesa mobimba pona ekolo bo trahir jamais ekolo na biso po Congo oyo ya biso ezali mboka kitoko mboka motuya bitumba nyonso bozali komona ezali zuwa bazali koyokela biso pona mboka na biso kitoko. Alors monguna koya akokosa yo na maloba akokosa yo na mwa mbongo muke po o trahir mboka na yo sima na yango ye oyo akozwa ekozala ebele mingi oyo akokabola même pa na yo. Donc bomi pesa pona ekolo na biso to défendre mboka na biso to défendre bana mboka na biso Congo ekoka bongo kokende liboso na suki se wana nkolo abatela bino apesa bino makasi bokoka kobundela ekolo na biso. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Junior, quand le chef de l'État dit que depuis son avènement à la magistrature suprême, les soucis ardents étaient de redynamiser cette armée, mais également d'améliorer les conditions de vie de ces derniers. Est-ce une promesse de plus encore? Ce n'est pas une promesse de plus. D'abord, ce n'est pas une promesse de plus parce qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été tenues. Il faut savoir que ce qui se montre à la télévision répond à une certaine logique. Le chef de l'État l'avait dit, l'armée doit être réformée. Le chef de l'État a pris, au mois de septembre 2022, je le rappelle, à l'issue de la 62e réunion du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement l'a annoncé effectivement que le chef de l'État et que l'ordonnance loi portant programmation militaire était entrée en vigueur. Donc, signée et promulguée par le chef de l'État et entrée en vigueur dès le 3e trimestre 2022, donc dès le mois d'août, juillet-août. Donc, cette ordonnance-là de programmation militaire, c'est quoi? C'est en fait une loi financière qui a pour but de définir un plan financier de développement, de réforme et d'investissement des fonds publics dans le système défensier et militaire congolais. Et ce plan est établi sur une durée de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, le chef de l'État, à son niveau, en tant que garant de la Constitution, en tant que protecteur de la nation, définit un plan de travail, une feuille de route, qui se matérialise à travers donc l'ordonnance loi portant programmation militaire, que j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller visiter sur Internet ou sur les différents sites d'information ou également au niveau du journal officiel. Cette loi, elle existe, elle est disponible. C'est la première fois en RDC que nous disposions d'une ordonnance loi portant programmation militaire. En d'autres termes, d'un texte légal permettant maintenant aux parlementaires, aux députés, de travailler sur comment planifier les dépenses affectées à la défense nationale, à quel rythme les planifier, avec quelle séquence faut-il payer, quel secteur attaquer et réformer et dans lesquels investir en matériel, en équipement, en logistique, etc. etc., etc. Et donc aujourd'hui, depuis
Ça n'a jamais été fait. C'est la première fois aujourd'hui qu'en RDC, nous disposons d'un arsenal légal juridique, donc un texte de loi, un soubassement légal, si vous voulez, qui permettent maintenant au gouvernement et aux parlementaires, à leurs différents niveaux, de travailler sur une réforme réelle, un budget réel à allouer aux forces armées et au développement de notre système de défense. À l'époque, beaucoup critiquaient et disaient non, c'est compliqué, combien donnons-nous à nos militaires, combien donnons-nous à notre armée, combien investissons-nous par an à notre année. Eh bien, je vous informe qu'aujourd'hui, avant que le chef de l'État ne prenne l'ordonnance-loi portant programmation militaire, jamais au Congo, nous ne disposions d'un texte légal sur lequel nous pouvions investir dans l'armée les fonds de l'État. Donc c'est déjà une avancée. C'est pas une avancée, c'est une création, c'est une nouveauté. C'est pas une avancée, c'est quand il y a quelque chose. Avant, nous n'avions rien. Aujourd'hui, nous avons un texte légal grâce auquel le chef de l'État promulgue le texte de programmation militaire et qui permettra maintenant d'être un soubassement pour que les parlementaires puissent maintenant élaborer la technicité relative je le dis, au budget alloué à la défense, au rythme de paiement, et aux différentes phases de paiement, combien alloué à tel secteur de la défense, combien alloué à tel secteur relatif à la formation, etc. etc. Dans ce programme, dans cette promulgation de la loi portant programmation militaire, il y a également le volet relatif au recrutement, aux nouvelles recrues. Et donc, ce que le chef de l'État fait actuellement, ce n'est pas anodin, ce n'est pas fait au hasard. Ça répond à un plan de route. C'est un processus. À un plan de route qu'il a défini. Une feuille de route. Maintenant, aujourd'hui, les choses doivent aller plus vite, il le dit lui-même. Mais à partir du moment où le chef de l'État, lui, pose les jalons, il pose les bases, selon lesquelles il définit une loi, il promulgue une loi de programmation militaire aux députés et au gouvernement de faire leur part du travail. Très bien. La population est en attente de concret en termes de financement de l'armée, en termes de financement, en termes de logistique, d'équipement, etc. Aujourd'hui, le chef de l'État, il pose les galons si vous voulez. Mais les députés doivent accélérer la machine. À eux de légiférer et de proposer donc, à la nation des textes nous permettant de financer notre armée de manière urgente. Très bien. Mais donc, au niveau du chef de l'État, le travail est fait dans ce sens-là. Chaque institution a sa part des responsabilités, Bien notamment sûr. l'Assemblée nationale, le chef de l'État qui a déjà fait sa part des responsabilités. Alors, j'ai certainement envie de vous poser cette question, peut-être on va en parler tout au long de cette émission, quand on va toucher à l'aspect budget alloué aux forces armées de la RDC, redynamiser cette armée, est-ce qu'il fallait procéder au recrutement pour avoir un effectif pléthorique à partir du moment où le budget est faible? Est-ce que ça ne va pas encore nous causer beaucoup de tort? Non, réformer l'armée et les nouvelles recrues sont toujours utiles. Les pays les plus puissants au monde sont les pays qui, et ce n'est pas un hasard, ont les plus grandes armées. États-Unis, Chine, Russie. Donc nécessairement, il faut recomposer l'armée, il faut ajouter des recrues. Toujours, c'est important. Et deuxièmement, la question des nouvelles recrues, c'est une question de patriotisme. Aujourd'hui, je suis content d'entendre de lire dans les journaux que le ministre à l'enseignement a proposé qu'au niveau de son secteur, que les jeunes de 18 ans doivent, à un certain moment donné, avoir les notions élémentaires liées à la défense. C'est une belle initiative. Peut-être pourrions-nous aussi l'élargir, pas seulement aux jeunes universitaires, mais aussi à tout jeune, à l'âge de 18 ans, qu'on peut recruter, si les moyens le permettent, d'avoir les notions fondamentales de base, à savoir les principes de défense, les principes de renseignement, et puis le maniement d'armes. Ce genre de choses peuvent aider. Et plus nous sommes conscients que le pays est en danger, plus nous devons recruter. Donc le recrutement est nécessairement une bonne chose. Recruter sans pour autant dénicher les moutons noirs au sein de l'armée. Pourtant, hier, avions décrié que l'armée était tellement inféodée. Pourquoi ne pas commencer par là? Dénicher d'abord tous les moutons noirs au sein de l'armée. On ne va pas commencer à dénicher. On commence à recruter. Il y a urgence. Aujourd'hui, nous recrutons parce que le besoin est là, le besoin est réel. Il faut recruter. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez à la fois dénicher, mais les combats ont lieu entre-temps. Et les combats ne vont pas attendre que vous finissiez de dénicher. Parce que tous les jours, ça tire. Et tous les jours, il faut défendre. Donc, qui vous dit que l'infiltration de l'armée, nous sommes un pays qui nécessairement est convoité et donc qui nécessairement sera enclin à être infiltré. Donc, à nous d'avoir un système… Ça peut influencer. Non, à nous d'avoir… recrues. Influencer comment? Mais quand même, à partir du moment Il faut où des nouvelles recrues parce que l'armée a besoin d'hommes. L'armée a besoin d'éléments. C'est fondamental. Deuxièmement, la menace d'infiltration ne peut pas mettre en attente un besoin de recrutement. Parce que la menace d'infiltration, elle est permanente. La guerre étant permanente aussi, il faut en permanence renouveler les éléments et les hommes et les femmes présents dans nos corps armés.
Donc, on peut à la fois lutter contre l'infiltration, parce que l'infiltration, tant que la RDC sera là, elle représentera un intérêt spécifique des pays qui nous veulent nos richesses, qui nous veulent nos terres. Très bien. Donc, nécessairement, nous serons toujours infiltrés, ou tenter d'être infiltrés, et nécessairement, donc, nous devons continuer à nous battre de manière permanente contre l'infiltration, mais cela ne peut pas empêcher que nous devions et que nous puissions recruter des nouvelles recrues. Vous l'avez vu, les nouvelles recrues, et là je parle par rapport au signal qui avait été lancé par le chef de l'État. La question avait été posée de savoir si l'appel du chef de l'État avait été entendu. Vous avez remarqué que les 10 000 hommes et les femmes, il faut le souligner, c'est important. 300 femmes. 300 femmes également, c'est très important, c'est particulier, c'est génial, c'est énorme. 10 000 hommes et femmes dans l'armée recrutés et donc présentés au chef de l'État au Congo central pour la défense de la patrie à l'est du pays. Et c'est magnifique. Le recrutement se fait à l'ouest pour défendre l'est. Donc il n'y a plus question de la guerre à l'est, c'est aujourd'hui la guerre du Congo. Très bien. Et dans ce sens-là, nous accompagnons le chef de l'État et je suis content de voir que l'appel à la mobilisation se fait entendre sur toute l'étendue nationale. Donnons un peu du contenu dans cette visite, revenons un peu dans cette visite du chef de l'État à Kitona. Cette visite, on peut la classer dans quel cadre? Des réconforts moraux ou encore c'était important que le chef de l'État puisse s'adresser à ces 10 200 hommes pour que enfin ces derniers puissent justement prendre à cœur leur patrie pour la défendre. Oui, c'est une visite de mobilisation, une visite de soutien, une visite pour agrandir nos troupes. Premièrement, il faut savoir qu'aujourd'hui, je l'ai dit, c'était au Congo central que s'est passée cette activité-là. 10 000 hommes pour aller défendre, donc nous sommes à l'ouest du pays, Congo central, pour défendre ce qui se passe à l'est du pays. C'est donc un sentiment d'unité. Et donc dans cette unité que démontrent nos troupes qui ont été mobilisées, nos recrues présentes et les nouvelles recrues, il faut les accompagner, il faut les rassurer. Je l'ai dit, il y a recrutement, mais après il faut un processus d'accompagnement militaire. Et aujourd'hui, avec le programme, avec l'ordonnance-loi portant programmation militaire, le chef de l'État pose des jalons totalement innovateurs et essentiels. Vous ne pouvez pas décaisser, financer l'armée sur base des fonds propres comme ça. Je prends de l'argent au niveau du ministère des Finances, j'envoie 400 millions, j'envoie 1 milliard. Il faut un contexte budgétaire. Aujourd'hui, nous faisons face, oui, effectivement, en urgence, au financement de l'armée par rapport à la recrudescence des conflits au niveau de l'Est du pays. Mais pour développer une réforme de l'armée qui nécessairement prendra des années, et ça il faut le souligner, on ne réforme pas une année en une année, on ne réforme pas une armée en une année. Cette réforme militaire, d'ailleurs ce plan de programmation militaire est un programme qui va aller jusqu'en 2025. Le chef de l'État pose des jalons. Il totalise plus de 4 ans à la tête. Oui, mais l'armée est sans cesse renouvelée, peu importe les présidents, peu importe les 5 ans, 10 ans, 15 ans. Chaque fois, avec la technologie militaire qui est créée, il faut renouveler. Donc 5 ans, 10 ans, ce n'est pas la question. Le chef de l'État aujourd'hui entame un processus. Ça fait plus de 4 ans qu'il est là, oui, mais ça fait plus de pratiquement 40 ans que nous sommes, 50 ans que nous sommes sous indépendance. Jamais nous avons eu un programme de programmation militaire. Ça, il faut le souligner aussi. On a eu, sous 18 ans de pouvoir passé, jamais on a eu un programme, une loi portant programmation militaire. Donc jamais au Congo, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, jamais au Congo, on a eu un programme de financement de l'armée. Une première. Posé textuellement, légalement dans la loi. Jamais. Et donc, comme jamais nous n'avions eu de loi portant programmation militaire, jamais nous n'avions pu, au niveau du Parlement, mettre en place des lois budgétaires permettant de financer l'armée. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, quand il va là-bas, face aux nouvelles recrues, leur dire que je m'occuperai de vous, ça commence par là. Très bien. De sa poche, il ne peut pas faire les choses, mais il faut mettre en place un système permettant de légiférer et de financer de manière légale et donc contraignante l'armée est prioritaire. Donc il faut prioritairement, dans le travail que feront nos députés, mettre en place un système de programmation des financements cycliques permettant à ce que l'armée soit prioritairement financée pour s'équiper et se réformer sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État répond à une question d'urgence de défense de la patrie au niveau de l'Est du pays, mais il voit également la pérennité de l'armée, la pérennité de nos frontières. Et donc, nécessairement, il faut passer par un programme et les jalons ont été posés au gouvernement de faire sa part, aux parlementaires de faire leur part. Très bien. La transition a été très bien trouvée, on en parle tout de suite. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Junior Koudoura, il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, bien que je ne l'ai pas dit de l'entame de cette émission, il faut le retenir, mais également un acteur politique très actif sur terrain. On en parle tout de suite. Parlons budget.
Aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui a fait un travail de fond sur le budget, le projet de loi budget exercice 2023 qui a été déposé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, évalué à 14,6 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui veut qu'on passe à 15 milliards. Est-ce que le travail a été bien fait? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous parliez tantôt du financement de cette armée. Est-ce aujourd'hui, on peut encore espérer que dans ce budget, l'armée aura la plus grande part qui puisse exister? Effectivement, le budget est en forte croissance, mais les efforts doivent être maintenus. Le budget est en très très forte croissance d'année en année. Et ça, c'est grâce au choix des hommes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir au pays des ministres compétents dans les secteurs clés et des secteurs qui sont primordiaux à la survie de l'État. Et dans les choix qui ont été faits par le chef de l'État concernant les ministères régaliens, il y a le ministre des Finances qui se distingue nettement dans les tâches qui sont les siennes, dans les missions qui sont les siennes. Aujourd'hui, grâce à cet effort de mobilisation qu'il a demandé aux régies financières à travers les contrats de performance que vous avez vus dans les médias qui ont été médiatisés également, à travers les différentes conférences de presse qui ont été faites conjointement entre le ministère des Finances, entre le ministre des Finances et les différents directeurs des régies financières, grâce au contrat de performance qui est une innovation aussi dans la manière de gérer la chose publique. Grâce aux contrats de performance qui ont été mis en place au niveau des régies financières, les régies ont trouvé les moyens et les outils de mobiliser davantage. Et ceci avec pour conséquence d'avoir plus de recettes, grâce au fait que ces contrats de performance ont posé des échéances claires, des targets clairs, des assignations claires, si vous voulez, de manière à ce que, de manière contraignante, les régies financières doivent être performantes et donc respecter les targets, les missions, les chiffres leur assignés. Grâce à ces contrats de performance et à la pression qui a été faite et au suivi qui a été fait par le ministre des Finances, son Excellence M. Nicolas Kazadi, les chiffres, les efforts ont porté leurs fruits. Et les chiffres sont là, clairs. Effectivement, le budget augmente. Et aujourd'hui, vous me posez la question de savoir si oui ou non la part du budget, une part plus importante sera accordée au niveau du secteur de la défense. Je le disais à l'instant, aux parlementaires de faire leur part du travail. Le chef de l'État promulgue l'ordonnance loi portant programmation militaire. Au niveau du ministère des Finances, le ministre des Finances produit avec l'appui évidemment des régies financières, DGI, DGRA, DGDA, produit des résultats, augmente le budget de l'État. Eh bien aujourd'hui, nous demandons aux parlementaires de faire leur part et de faire leur part rapidement, de manière à doter le budget de l'État d'abord d'un budget réaliste, d'un budget équilibré, d'un budget pragmatique face aux urgences de l'heure. Aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas à lui-même, de par la volonté de la Constitution, de par la volonté de notre système politique, décider du montant à allouer à l'armée. Même s'il le voulait, ce serait anticonstitutionnel. Et aux parlementaires, donc, de jouer leur rôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un système où le chef de l'État a sa part de pouvoir, le Premier ministre et le chef du gouvernement. Les parlementaires définissent les lois. Donc aujourd'hui, le chef de l'État ne peut obtenir un meilleur financement que par les parlementaires qui, à travers leur travail, doivent mettre en place des lois, notamment à travers la loi budgétaire, et voter des lois budgétaires permettant une allocation précise, budgétisée, donc prévue en avance pour l'armée. Donc quand on dit, oui, mais le chef de l'État, les ressources allouées à l'armée, oui, le chef de l'État pose les galons. Mais les parlementaires doivent jouer leur rôle. Ils doivent voter les budgets. Les ressources sont mobilisées par le ministre des Finances et le gouvernement de manière générale. Le président de la République met en place une loi portant programmation militaire, mais les parlementaires sont responsables du fait des allocations allouées à tel ou tel secteur de la vie publique. La plus grande responsabilité attribuée aux parlementaires sur l'effectif déjà que la RDCA, aujourd'hui s'ajoute plus de 10 200 soldats de FARDC qui s'ajoutent. À ne pas oublier que derrière ces hommes, il y a des familles. Le chef de l'État l'a annoncé lors de son discours de réconfort devant ces derniers, qu'aujourd'hui, la question de famille de ces voyants soldats va être vraiment son objectif. Comment expliquez-vous ces propos-là? Il faut, je l'ai dit, aujourd'hui, nous avions eu l'habitude de faire de la politique sans programmation. Le chef de l'État pose des jalons. Toutes ces questions doivent être réglées dans un contexte légal, dans un cadre légal de programmation. On ne peut pas espérer d'un pays sérieux que les questions fondamentales de l'armée, de soutien des familles, soient réglées de par la poche d'un président.
Ce serait même, aucun président ne peut vous dire aujourd'hui que, voilà, par rapport au soutien aux familles, nous allons donner de notre poche autant. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut prévoir l'avenir et sécuriser les familles des militaires sur le long terme. Et la meilleure des façons de le faire, c'est de prévoir en clair un cadre légal, budgétaire, coulé dans la loi, donc contraignant à tous, d'affectation des fonds. C'est pas des familles qui sont engagées par l'État. L'État est justement engagé. Et non, mais les hommes que nous sommes en train de voir. Pour régler les problèmes des familles, c'est la rémunération. Est-ce que vous pensez pas que le chef de l'État passe outre l'objectif poursuivi dans ce recrutement de ces soldats? Non, mais les recrutements des soldats, comme tout individu qui travaille, pour subvenir aux besoins de votre famille, c'est la rémunération. On va rémunérer justement oui, les nouvelles recrues, les personnes recrutées. C'est ce que je dis, c'est la rémunération. Donc, c'est ce que je dis, on ne peut pas financer les familles directement. Ça ne se passe pas comme ça. On peut le faire en termes d'aide, de support, de soutien. Je veux réitérer ce que le chef de l'État a dit dans son discours. Oui, mais c'est comme si je vous disais… La situation de vos familles sera ma priorité. C'est-à-dire la rémunération. À travers justement… à travers la rémunération, c'est simple. Les personnes recrutées. Oui, mais… Où ça passera… Comment prendre soin de votre famille? À travers la rémunération du travail que vous faites. C'est simple. Et donc, aujourd'hui… Même si nous avions les moyens de le faire, et nous pouvons le faire si c'est possible, tant mieux, mais de manière logique et légale et responsable, pour régler le problème, la situation familiale de quelqu'un, le contexte social de quelqu'un, la manière de faire qu'on voit souvent en Afrique, de sortir de l'argent des poches des uns et des autres pour aider de manière sporadique par-ci par-là, n'est pas efficace. Il faut mettre en place des contextes légaux, des lois budgétaires, où les montants à allouer aux familles en termes de rémunération des militaires directement. Est-ce que ça ne prendra pas beaucoup de temps? Mais il faut commencer. Il faut commencer. Le pays est agressé. Mais je termine. Le pays est agressé, mais il faut, c'est ce que je dis, faire une pression folle sur les parlementaires pour mettre en place des lois permettant à ce que les populations, à ce que le secteur de la défense soit mieux doté au niveau du budget dont dispose la RDC. À partir de cette dotation-là, vous avez différentes rubriques. La rémunération, la logistique, les équipements, la formation, le recrutement, etc., etc., etc. Au niveau de l'allocation qui est allouée au niveau de la rémunération, c'est là que je suis en train de vous expliquer qu'il est important que la rémunération des forces armées, tenant compte de la progression des recrutements qu'on peut planifier à moyen terme, doit tenir compte du fait que, d'abord, ce que vous dites c'est vrai, l'armée recrute. Deux, au niveau de l'armée, il y a des retraités. Et donc, dans la part allouée au budget relative au secteur de la défense, il faut mettre en exergue des moyens conséquents. Et dans la rémunération de ces militaires, une fois qu'ils seraient bien rémunérés, à ce moment-là, la question de leur famille serait prise en compte. On ne peut pas régler de manière ponctuelle la question de famille par-ci par-là. Ce que le chef de l'État a voulu dire, c'est qu'il prend aujourd'hui l'engagement de mettre en place un système périn, pas ponctuel, pas sporadique, mais un système périn pour redonner à l'armée une part budgétaire conséquente, pour redonner à l'armée et donc à ses militaires une rémunération conséquente, afin de leur permettre de gérer à leur niveau leurs questions familiales. Très bien. Et c'est ça même la logique des choses. Budgétiser, le couler dans la loi pour le rendre contraignant et ensuite l'appliquer. Mais le chef de l'État lui-même, garant de la Constitution, respectant la démocratie, ne peut pas, à son niveau, sortir de l'argent de sa poche. Ça n'existe nulle part. Et ça c'est pas ce qu'il a dit. Je vous demande de montrer les images où le chef de l'État a dit ça. Mais lui, en tant que garant de la Constitution, il pose des jalons, il promulgue une loi de programmation aux parlementaires de faire leur travail par rapport au budget. Et le budget est en hausse, nettement en hausse, grâce aux efforts du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Aux parlementaires de mettre en place le budget, respectant donc un certain équilibre et une certaine logique relative à l'urgence que nous avons de redorer et de renforcer le moral de nos troupes au front. Très bien. À part le budget qui sera justement alloué à l'armée, est-ce qu'il y a-t-il aussi un budget de péréquation pour pallier justement, parce que ces 10 000 hommes doivent vivre, ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent s'habiller justement. Est-ce qu'il y a-t-il un budget à part pour leur vie quotidienne ou encore une fois tout sera… Le ministre des Finances l'a dit, les fonds à allouer au secteur de la défense sont prioritaires. Et aujourd'hui, tous les moyens sont mis en exergue pour permettre le financement de l'armée. Avant hier, 3,6 milliards de dollars américains. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous tenons… Combien ça va donner? Plus que jamais, nous tenons le front.
Et si nous tenons le front, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les moyens sont mis en œuvre pour tenir le front. On n'est pas en train de résister à l'attaque qui est faite au niveau de l'Est du pays, simplement avec des prières. Nous nous battons et nous finançons ce combat, cette défense-là. Donc si les fonds n'étaient pas alloués, nous aurions déjà perdu cette agression-là. Mais ça fait des années que nous tenons. Ça fait des années que nous tenons. Et le chef de l'État est en train de mettre en place des innovations. Le recrutement, ça n'a jamais été fait auparavant. La proposition de former les jeunes, ça n'a jamais été fait auparavant. La promulgation, c'est historique. Encore, je le répète parce que c'est important, c'est historique que nous ayons une loi de programmation militaire qui est le début de ce que nous pourrons appeler une législation sur le financement de l'armée. Très bien. Vous parlez de la programmation tout de suite. Le chef de l'État qui dit dans son discours qu'il n'y aura pas question de détournement des fonds alloués aux rémunérations de militaires. Quels seront les mécanismes qu'il mettra justement en place? Les mécanismes sont simples. Puisque nous savons que le système de la défense étant inféodé, quels seront les mécanismes? Non, il n'y a pas d'inféodement. Les mécanismes sont simples. Il y a des principes universels dans le domaine de la finance, dans le domaine du mode de paiement des agents de l'État, des agents publics, notamment la bancarisation. Vous avez vu le ministre des Finances poser les jalons au niveau de la proposition qu'il a faite de payer les joueurs de certaines fédérations sportives congolaises à travers des comptes bancaires. Ce sont là les fondamentaux de la finance jusqu'aujourd'hui au Congo, nous n'avions pas, mais qu'à travers notre gouvernement, nous changeons. Donc aujourd'hui, c'est simple. Mettons en place une loi, programmation militaire, mettons en place un système de rémunération de nos soldats à travers la bancarisation. Il ne faut pas réinventer la roue. Qui sont nos soldats? On nettoie le fichier. Qui sont au combat? On nettoie le fichier. Qui sont les nouvelles recrues? On nettoie le fichier. Qui sont les retraités? On nettoie le fichier. Et on les rémunère de manière bancarisée. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait au ministère des Finances, c'est ce qui est fait à la fonction publique, c'est ce que le ministre des Finances a proposé au niveau du ministère des Finances, de mettre en place dès 2023 un système de bancarisation systématique des fédérations sportives. On va commencer progressivement pour aller au-delà, et c'est ce qui sera fait au niveau de l'armée, je suppose. Et parce que c'est un système universel, il ne faut pas réinventer la roue. De la même manière, nous avons mis en place, le chef de l'État a mis en place un programme, la loi portant programmation militaire, comme ça se fait dans d'autres pays, pour prévoir un plan financier annuel de financement de l'armée. De la même manière, nous mettrons en place la bancarisation militaire. Et on n'invente pas la roue. Merci beaucoup. On respecte des principes universels. Merci beaucoup. Je rappelle que je reçois sur ce plateau Junior Koudoura. Avec lui, nous sommes en train justement d'analyser ou de passer en revue ce qu'a été la quintessence de la visite du chef de l'État dans le centre d'instruction de Kitona, situé justement au Congo central. Le chef de l'État qui s'est déplacé lui-même pour s'enquérir justement de la situation, mais également de l'hébergement de ces 10 200 hommes, il faut les souligner. Parmi eux, 300 femmes ont répondu justement à cet appel. Aujourd'hui, peut-on dire, j'ai certainement aussi envie encore de vous poser cette question, on peut dire que l'appel du chef de l'État a été réellement entendu, même par les femmes, autrefois dédouanées dans la société. Oui, je suis heureux de vous poser la question. Je pense que c'est une bonne façon de fuiter. Ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, l'appel a été entendu, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, nous recrutons à l'ouest pour envoyer à l'est. Parmi les recrues, les 10 000, il y a des hommes et des femmes, des jeunes. Et je suis content que l'appel du chef de l'État ait été entendu, d'autant plus que si vous regardez, ce n'est pas anodin. Nous avons aujourd'hui avec le chef de l'État qui est en place un système où il mobilise les jeunes pour aller défendre et avoir l'éveil patriotique de défendre le pays, mais aussi il s'appuie sur eux, pas seulement pour défendre le pays, mais aussi pour prendre en main la gestion du pays à travers les différentes nominations qui ont été faites. Est-ce que responsabiliser les jeunes, ce n'est pas un danger pour la République? Non, ce n'est pas un danger, mais quand vous les envoyez sur terrain, quand vous les envoyez à l'armée, c'est un danger. Et pourquoi est-ce que quand vous les responsabilisez, ce serait un danger qui ne serait pas un danger à prendre? Certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas encore d'expérience dans la gestion de la République, ou que ce soit dans la pratique même. Mais l'expérience s'acquiert au jour zéro. À partir du jour où vous commencez, le lendemain déjà, vous aviez plus d'expérience qu'hier. Et les gens qui ont 30 ans d'expérience aujourd'hui ne sont pas nés avec 30 ans d'expérience. Ils ont eu un jour à avoir leur chance. Et c'est ce que le chef de l'État met en place aujourd'hui. Il donne la chance aux jeunes de défendre leur pays, de souffrir au front pour défendre leur pays, effectivement, mais aussi de savoir pourquoi est-ce qu'ils défendent leur pays, parce qu'une fois le pays défendu,
ils géreront eux-mêmes leur pays, parce qu'ils se sont battus pour ce pays-là. Vous regardez au niveau des nominations, au niveau des bourgmestres des communes, au niveau des mandataires publics, au niveau du gouvernement, là, il y a une part belle qui a été faite aux jeunes, plus que jamais ça n'était fait auparavant. Donc aujourd'hui, on parle des jeunes au niveau du front. Oui, effectivement, le chef de l'État recrute des jeunes, nous en sommes fiers, que les jeunes soient mobilisés, mais aussi les jeunes peuvent dire aujourd'hui qu'en RDC, les jeunes participent à la gestion publique. Un objectif atteint, un pari gagné pour le chef de l'État. Un pari gagné, depuis son avènement à la tête de ces pays. Un pari gagné parce que les jeunes en avaient marre d'entendre dire qu'effectivement les jeunes n'ont pas d'expérience. Vous avez demandé de l'emploi à gauche dans le secteur privé ou public, on vous dit non, il nous faut des gens qui ont 3 ans d'expérience, sachant qu'un universitaire par définition a 0 jour d'expérience. Ce sont là des réformes aussi à prendre de manière générale et dont le ministre de l'Emploi pourrait s'inspirer pour se dire effectivement qu'il faut donner la chance aux jeunes. Merci. Et c'est ce que le chef de l'État fait. Et la question de l'expérience n'est pas un frein. Je veux dire qu'à tous les niveaux, tout jeune, par définition, tout jeune qui finit la fac ou qui finit une formation n'a aucune expérience. Mais l'expérience ne veut pas dire que la personne est dépourvue de compétences. L'expérience, c'est quoi? C'est l'opportunité qu'on vous donne de travailler et de démontrer ce que vous savez faire. Et donc, il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience, qui ont démontré aussi leurs limites, qui ont 20 ans d'expérience, qui ont démontré leurs limites, et qui ont 15 ans d'expérience, qui ne sont pas forcément plus compétents et efficaces qu'un jeune qui a 10 jours d'expérience. Le chef d'État donne la chance aux jeunes de défendre leur patrie parce qu'ils gèrent leur pays eux-mêmes. Visiblement jeune, vous faites des défenseurs des jeunes aujourd'hui. C'est important. Moi-même, je suis au Congo. J'ai eu l'opportunité de travailler au Congo. On m'a donné ma chance en tant que jeune. Et d'autres ne m'ont jamais donné ma chance en tant que jeune non plus. J'ai eu à toquer à certaines portes où j'ai eu l'opportunité de démontrer ce que je savais faire un jour. Et donc, même mieux que certaines personnes qui avaient bien plus d'expérience que moi. Et je suis donc convaincu, de par mon expérience, que la jeunesse n'est pas un handicap de compétences, mais qu'il faut juste avoir l'opportunité et être présent pour saisir l'opportunité et démontrer ce qu'on sait faire. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un petit message à tous les jeunes d'ailleurs qui vous suivent en ce moment. Ils peuvent bénéficier de quelque chose. Non, mobilisez-vous, que ce soit les jeunes de l'opposition, la majorité, mobilisez-vous pour le pays, défendez-le comme vous le pouvez, selon vos moyens. Si vous estimez que la politique en cours n'est pas la bonne à appliquer, manifestez-vous, allez sur le débat, allez trouver des moyens de vous faire entendre, enrôlez-vous. La meilleure façon de se faire entendre, c'est par les élections. Majorité, opposition, enrôlez-vous, participez à la chose publique, c'est important parce que c'est notre pays. J'entends beaucoup dire oui, mais monsieur Koudoura Junior soutient le pouvoir en place, monsieur Koudoura Junior soutient l'opposition, peu importe la mouvance politique. Mais il faut prendre position, je pense. Dans la vie, c'est important que tout jeune prenne position. Très bien. Majorité, pouvoir, c'est pas la question, mais il faut prendre position et se ranger du côté du pays selon la vision que l'on a du pays. Et plutôt que de s'abstenir et rester à la maison, commenter simplement sur les réseaux sociaux, critiquer tel acteur politique, critiquer tel acteur de la société civile, il faut s'engager et c'est important. S'engager, la meilleure façon de le faire, c'est s'enrôler et commencer par voter comme l'a demandé la CENI, pardon, excusez-moi. C'est pas là qu'on va se séparer. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous retrouver dans les tout prochains jours dans un autre numéro avec une nouvelle thématique. Je vous en prie, je serai disposé. J'espère que l'émission a été de qualité. Et effectivement, vous l'avez dit, j'ai répondu à vos questions en tant que communicateur de l'UDPS, jeune Congolais patriote et passionné par mon pays. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. On se retrouve dans le tout prochain jour sur la même chaîne avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Et sans oublier que cette émission, vous pouvez la retrouver sur toutes nos plateformes. Au revoir. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise.
Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision.